Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est vendredi le 11 octobre 2024, il est 10h en France et 17h au Japon et on est parti pour un nouveau numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée de Love Island à l'exception de toutes les autres. Émission durant laquelle on va faire un petit tour de l'actualité pop culture de ces 2 dernières semaines, histoire d'en dégager tendances et autres dispositifs, le tout sur fond de bande originale d'anime. Et puisque 2 heures d'émission ne suffisent évidemment pas, les gens, on se retrouvera également de midi à 14h cette semaine, midi 14h heure française, pour un épisode de Soft Power Rencontre, pour une discussion avec l'écrivain Michael Rock autour du thème de l'afrofuturisme. Je vous y attends nombreux et nombreuses bien sûr, et pour tous les autres, ne vous inquiétez pas, que ce soit la matinale pop culture ou sa variante Rencontre, tout sera tranquillement mais sûrement disponible en VOD sur YouTube et en podcast sur toutes les bonnes plateformes et les mauvaises aussi par ailleurs. L'occasion pour vous qui écoutez cette émission maintenant de tout de suite mettre une petite évaluation, une petite étoile, un pouce bleu, un commentaire, voilà, comme ça on ne perd pas de temps, mais du temps les gens, il en faudra tout de même pour ce 65e numéro de Soft Power intitulé cette semaine. On va l'accrocher à un fil invisible. Un fil invisible, c'est comme un homme invisible, mais en forme de fil. Puisque cette semaine, on parlera de ce grand salon du jeu vidéo qu'est le Tokyo Game Show 2024, mais on parlera surtout de la nouvelle présentation centrale qui a été faite de Death Stranding 2 On the Beach, le très attendu prochain jeu de l'architecte de l'univers qui est Hideo Kojima. Death Stranding 2 On the Beach qui s'est offert une longue présentation d'1h30 pour présenter en long, en large et en travers différentes parties du jeu, mais surtout pour vendre les nouvelles technologies de capture de mouvement employées par le titre. Sauf qu'il se pourrait bien que dans l'équation, ce soit d'autres employés qui aient, eux, été mis de côté. Et c'est de ça dont on parlera précisément. On restera encore un peu dans le monde du jeu vidéo pour prendre le temps, manette en main, de retourner plus de 20 ans après dans la ville de Silent Hill 2 pour célébrer en grande pompe la sortie ce mardi 8 octobre du remake du jeu culte et absolument terrifiant du studio Konami des années 2000. Célébrer ce qui est pour beaucoup et à raison l'un des plus grands jeux du genre, mais aussi pour peut-être pour célébrer, devrait-on, en tout cas il me semble, tout un pan du jeu vidéo dont on ne parle quasiment jamais. Quoi qu'est-ce, je vous en dis pas plus, on en parle tout à l'heure. On ira également faire un road trip aux États-Unis pour parler du nouveau film documentaire de Josh Greenbaum, Will and Harper, qui retrace précisément le road trip de l'acteur Will Ferrell et de la scénariste Harper Steele après que celle-ci ait transitionné. Un mot qui, vous le sentez déjà, a fait pleuvoir sur l'œuvre une pluie de commentaires négatifs quand ils étaient pas tout simplement injurieux, voire dangereux. En 2 mots, review bombing. Et c'est là-dessus qu'on s'arrêtera un instant cette semaine. On parlera également de la disparition prochaine, peut-être, on ne sait pas, du nom de domaine .io suite à un accord historique conclu entre le Royaume-Uni et l'île Maurice, entre autres. L'occasion de discuter des réels impacts d'une telle disparition, comme l'ont fait beaucoup de médias ces derniers jours, mais surtout de revenir sur l'envers du décor, pas toujours rose de ce nom de domaine, qu'on gagnerait, il me semble, à rappeler davantage. On parlera également très rapidement du procès en cours autour de la série Netflix Baby Reindeer, Mon Petit Renne, une captivante histoire vraie, comme le promotionnait la plateforme, sauf qu'il se pourrait bien que tout ceci ne soit pas si vrai que ça au bout du compte, on y jettera un œil. Voilà ce dont on va tenter de parler cette semaine en détail avant d'enchaîner vers, vous le savez, un débrief plus rapide de l'actu, puis sur les recommandations de la semaine. Bref, je vous propose d'entrer directement dans les flammes de la montagne du festin qui s'annonce pour ce nouveau Soft Power avec la traditionnelle porte d'entrée de l'émission, la bande-annonce de la semaine. Mais pour celle-ci, il faudra que vous soyez plus que bien préparés. Il va falloir que vous fassiez vœu de loyauté, suivre au mot près les paroles de votre Kyodai, ne jamais croiser absolument le regard de votre Royabun. Et bien sûr, il vous faudra parfaitement connaître sur le bout des doigts toutes les bonnes adresses de poulet frites de l'incontournable quartier de Kamurocho. C'est au moins ce qu'il vous faudra, les gens, au moins ce qu'il vous faudra si vous souhaitez ne pas y perdre votre petit doigt. J'ai toujours voulu devenir un dragon. Yo! Vous ne connaissez absolument rien. Vous ne savez rien du code d'honneur, des Yakuza ou des dragons. Tu ne retrouveras jamais ta liberté. C'est ce fardeau que tu as choisi de porter. Il y a beaucoup plus que 100 millions. Combien il y a? Celui qui a volé les 10 milliards du Yomi est parmi nous. Si tu te dégonfles, tire-toi tout seul.
Alors, mon garçon, c'est toi le boss killer? T'es peut-être le seul à être resté coincé dans le passé. Kazuma. Il faut empêcher cette guerre même à coup de bluff. Venez, mon Oyabun veut vous parler. Au départ, nous serions prêts à nous sacrifier. Mais après 2 bombes et des milliers de morts, les jeux seraient faits. T'en as pas entendu parler? Le diable de Shinjuku, ça te dit rien? Et le diable, qu'est-ce qui le motive? Kamurocho. Regardez, c'est Kiryu! Tout ça, c'est ta faute, Kazuma. Si t'étais pas parti rejoindre les Yakuza. C'est toi qui nous as trahis il y a 10 ans, rappelle-toi. Je suppose que tu m'autorises à voir ton tatouage. Au bout du compte, notre destin, c'est soit le kimono rouge, soit le blanc. Sa légende, c'est l'une des répliques cultes du non moins film culte Kibotan Bakto, ou chez nous, en bon franglais dans le texte, Lady Yakuza, la pivoine rouge, classique du cinéma japonais réalisé par Kosako Yamashita en 1968 et premier film d'une longue franchise qui en comptera 8 épisodes au total. Réplique culte balancée par l'immense Ken Takakura lié au Kebe, alors que ceux-ci s'apprêtaient à envahir le quartier d'un gang rival, le kimono rouge en faisant référence aux vêtements portés par les condamnés et le blanc par les morts. La pivoine rouge, donc, l'un des nombreux classiques films de Yakuza, ces films gravitant de près ou de loin, parfois de très loin, autour de ces fameux syndicats du crime japonais, films qui se sont bousculés par centaines dans les années 60-70 et dont le genre avait connu une véritable traversée du désert dans les années 80 puis 90, corrélée en partie à l'essor des magnétoscopes domestiques, eux-mêmes en partie corrélés à un mouvement social massif dans ces années-là vers les blocs d'appartements en banlieue, loin des cinémas du centre-ville, corrélés au succès grandissant des productions américaines en salle, jouant régulièrement sur les mêmes plates-bandes que les films de Yakuza aussi, et plus que corrélés, bien sûr, à l'arrêt de production tout court de telles œuvres par les studios Toei en 1994, suite à l'échec en salle de Shuryo Kuroshita Otoko de Sadao Nakajima. Et on aurait pu croire à l'époque le genre définitivement cantonné au « mais t'es sûr que c'est bien ça ?» au vidéoclub du samedi soir ou au direct ou Napster des années 2000, si et là tout de même ponctué de grands films, il faut le dire, produits hors studio comme ceux de Takashi Miike et de Takeshi Kitano dans le courant des années 90. Oui, sauf que tapis dans l'ombre d'une montagne de canettes collectées pour s'acheter une batte de baseball cloutée, c'est par un autre médium que le genre a repris du galon au début des années 2000 avec la sortie en 2005 de Ryuga Gotoku Yakuza. Puis Like a Dragon, chez nous, porte d'entrée pour ce qui, en quelques années, va devenir une franchise colossale pour Sega, la société japonaise de développement et d'édition de jeux vidéo derrière le jeu. Franchise colossale et extrêmement lucrative, puisque celle-ci se place désormais en 2e place pour la société sur l'échelle de la rentabilité, juste après la gamme de jeux Sonic le Hérisson. Et à raison, et il faut dire, tant les jeux ont largement été salués par la critique qui en a loué le cadre, les mécaniques, mais aussi les très nombreuses intrigues de Yakuza longuement dépeintes dans chaque épisode. Longuement dépeintes, j'ai beaucoup trop d'heures de jeu sur Yakuza 7. Bref, c'est dire à quel point chaque nouvel épisode de cette franchise Like a Dragon est désormais attendu, et c'est dire à quel point on était nombreux et nombreuses à attendre une première vraie bande-annonce pour Like a Dragon Yakuza, à ne pas confondre avec le jeu Yakuza Like a Dragon. Je sais, c'est pas évident, faut suivre. Une première bande-annonce pour Like a Dragon Yakuza, série en prise de vue réelle, adaptée de la franchise de jeux vidéo à destination de la plateforme, cette fois Amazon Prime. Une série annoncée en grande pompe par Sega fin 2020, en collaboration avec 1112 Entertainment et Wild Chip Content, et qui avait été teasée en juillet dernier lors du grand salon de la Comic-Con de San Diego, et qui s'est offert la semaine dernière sa première vraie bande-annonce à quelques jours de sa diffusion. Et cette série réalisée par Masaharu Take, que l'on connaît davantage ici pour sa réalisation de la série Netflix The Naked Director, adaptera en majeure partie le premier jeu Yakuza de 2005 et son remake de 2016, et ce sur 6 épisodes. 6 épisodes qui devaient être un film par ailleurs, mais finalement non. 6 épisodes pour nous conter l'histoire de Kiryu Kazuma, incarné ici par Ryoma Takeuchi, un ancien Yakuza impliqué dans une vaste conspiration impliquant son meilleur ami Akira
Yakuza Nishikiyama, interprété par Kento Kakue. Et au milieu de tout ça, il y aura Aoki Munetaka venu à incarner le même personnage qu'il incarne dans les jeux, pourquoi pas. Et si ces premières images ne dévoilent peut-être pas les plus beaux studios de la Terre, et la réalisation la plus soignée de l'histoire des réalisations soignées, il semble pour le moment que le ton du jeu soit plutôt respecté, encore qu'on attendra de juger sur pièce pour les grands moments de comédie que nous proposait aussi celui-ci entre deux drames de clan, et on attendra aussi de juger sur pièce pour la version française, parce que bon, venez, mon Noyabun veut vous parler. On est de retour dans les années 90 et c'est pas vraiment cette partie-là dont j'étais nostalgique. Bref, si l'on en croit l'équipe derrière la série, on en aura pour notre abonnement Amazon Prime, puisque je cite l'une des déclarations de 1112 Entertainment, ce Yakuza nous offre un nouveau terrain de jeu dans lequel nous pouvons mettre en scène des histoires captivantes. À la production d'ajouter d'ailleurs que la série sera audacieuse et surprenante. Surprenante, rarement vue auparavant, des annonces bien alléchantes, il faut le dire, dont on peut fortement douter quand même, en tout cas dont je doute fortement, tant tout ce qu'on voit de ce Like Dragon Yakuza sointe pour l'instant les tropes du jeu qui lui-même sointait largement les tropes des films de Yakuza des années 60-70. Écoutez, on verra. À la production d'ajouter que bien sûr l'histoire qui nous sera contée parlera de Yakuza, sauf que là, je vous arrête tout de suite, il me semble qu'il y a un problème, en ce sens que les jeux de la franchise Yakuza n'ont jamais vraiment parlé de Yakuza. Si j'estime que les jeux Yakuza ne parlent pas tant de Yakuza, c'est aussi parce qu'ils empruntent à tant de références cinématographiques des années 60-70 qui eux-mêmes s'en dispensaient largement, à tel point que pour bon nombre d'auteurs, la conception plus qu'élargie du genre que sont les films de Yakuza inviterait presque à penser que parler d'un tel genre n'a pas grand sens en soi, du fait du nombre incalculable de tropes qui le traversent, des tropes extrêmement vastes, et qui l'étaient d'autant plus que l'hyper spécialisation des studios japonais Toei dans les années 60 dans ce fameux film de Yakuza a mené l'entreprise, écoutez bien ça les gens, a mené l'entreprise à produire rapidement une centaine de films de Yakuza par an. Imaginez le nombre de productions, c'est titanesque. Les films de Yakuza représentant à l'époque plus d'un cinquième de la production cinématographique totale du Japon, une hyper spécialisation, une hyper production des films Toei qui vont amener structurellement les studios à être de plus en plus souples quant à la validation de bon nombre de leurs projets. Aux classiques tropes des films de Yakuza, eux-mêmes empruntés à des récits et imaginaires plus anciens, avec les tropes très populaires du joueur itinérant, sujet récurrent de l'ère Edo entre le XVIIe et le XIXe siècle, les tropes du sabreur, des gangs de citadins, des tropes empruntées aussi aux légendes des Kyokaku, c'est cette sorte de chevaliers errants locaux, etc. Au-delà de ces tropes déjà empruntées des films de Yakuza, vont s'en ajouter beaucoup d'autres issus de très nombreux genres que les films de Yakuza vont traverser au fil des décennies, en empruntant tour à tour aux films de gangsters américains, aux drames historiques populaires dans les années 50-60, aux films romantiques aussi, pourquoi pas, aux films de pornographie softcore, évidemment, dans un mélange qui va culminer dans le courant de ce que l'on nommera la violence rose, si bien est qu'en quelques années, il va rapidement exister autant de Yakuza sur pellicule que de variations de Goku dans le nouveau jeu vidéo Dragon Ball Sparking Zero. On a Goku enfant période Dragon Ball GT, Goku enfant version Dragon Ball Daima, Goku enfant version Dragon Ball, Goku adulte mais guerrier simple, Goku SSJ 4, Goku bleu, Goku rouge, Goku c'est moi comment ça va. Bref, c'est dire l'infinité des représentations des Yakuza dans les films de Yakuza, les gens. Et si un certain nombre d'œuvres mettent toujours en scène des samouraïs Yakuza unidimensionnels déchirés entre le respect du code de conduite criminel et l'aide aux gens ordinaires, dans des mondes où les protagonistes ne sont amenés à faire du mal que lorsque d'autres Yakuza corrompus profitent de leur dévotion au code, bon nombre d'autres films, eux, vont profiter de la figure du Yakuza ou de ce qu'il en reste pour parler plus directement de ce qui traverse la société japonaise de l'époque, des questions identitaires, centrales, en post-guerre bien sûr, des questions nombreuses, elles aussi relatives à la masculinité et au rapport de genre, des questions liées au militarisme du pays, au Japon d'avant-guerre, notamment dans la filmographie de Junya Sato, mais aussi des questions relatives aux luttes de pouvoir, à l'autorité, notamment cette fois dans la filmographie de Kinji Fukasaku, où les Yakuza sont indiscernables de toute autre institution d'autorité et dont les membres de ces organisations sont constamment avides et impitoyables dans leur quête de pouvoir. Et cette variété des productions de Yakuza, les gens, va aussi se faire volontairement par ailleurs pour atteindre de nouveaux publics, notamment les jeunes et les femmes, les films de Yakuza ayant été originellement produits pour un public masculin adulte, désertant de plus en plus les salles de cinéma, ce qui va amener à l'époque à des productions parfois lunaires où les studios Toei vont commencer à produire tout un sous-genre anti-autoritaire de films de Yakuza, intégrés dans les Jitsu no Koeiga
Yakuza, à des films plus réalistes portés par le succès du film Combat sans code d'honneur de Kinji Fukasaku, encore lui, et qui à l'époque vont être très empreints des mouvements étudiants anti-américains, notamment dans le rapport à l'ordre capitaliste à l'américaine et anti-autoritaire. Et c'est précisément pour toutes ces raisons que Ken Takakura, incontournable acteur des films de Yakuza de ces années-là, avait déclaré lors de son discours à la remise de son prix de la culture en 2013 que, je le cite, « Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi les films de Yakuza étaient si appréciés dans ces années-là sans penser à la situation sociale de l'époque, puisque c'est bien au fond de ce dont il s'agit, les gens pour la majorité de ces œuvres, parler de leur temps, parler des mouvements qui la traversent. » C'est aussi ce que souligne Isolde Stardish, qui a écrit des livres extraordinaires sur le cinéma japonais, dont un sur la masculinité dans les films de Yakuza que je vous invite à lire. Isolde Stardish qui souligne que précisément ces films de Yakuza pouvaient être analysés aussi et peut-être surtout comme des lieux où les discours académiques sur le Nihonjinron, cet ensemble de théories et d'essais qui explorent l'identité de la culture japonaise, étaient fictionnalisés sous une forme populaire. Bref, les gens, pour faire plus simple, des films qui parlaient de leur époque, des mouvements qui la traversent, de celles et ceux qui y vivaient, largement substitués par ailleurs de fait par des figures mythologiques issues de références culturelles antérieures, de la représentation culturelle des joueurs professionnels et itinérants au Japon, à l'ère Edo, à l'imagerie qu'on se faisait des samouraïs et de leur code d'honneur. C'est dire le travail d'imaginaire et de mythification du Yakuza qui était fait. Un travail qui a parfois été financé par ailleurs par des organisations de Yakuza, faut le dire vite, faut pas le dire trop haut, bien sûr, ça c'est une autre histoire, et vous comprenez désormais mieux, je crois, et pour toutes ces raisons, pourquoi il me semble tout à fait absurde de dire que Like a Dragon Yakuza, la série, parlera aussi de Yakuza, puisqu'il suffit pas de dire coucou, tu veux voir mon Ouyaboun pour traiter réellement le sujet de ces syndicats du crime, mais peut-être que la série va me faire mentir et entrer pleinement dans les rapports historiques, complexes et plus que documentés de ces syndicats du crime au mouvement d'extrême droite locale, avec lesquels ils partagent valeurs, idéologie et en bonne partie là aussi des finances. Pourquoi pas. Si le sujet vous intéresse, c'est un chouette point d'entrée, les gens, c'est la Société de l'Océan Noir, que vous connaissez peut-être si vous êtes amateur ou amatrice de Corto Maltese, Société de l'Océan Noir qui a notamment largement travaillé historiquement, en tout cas préparé le terrain à connecter les politiciens de droite et plus si affinité, et il y avait pas mal d'affinités avec les organisations Yakuza. Est-ce que c'est de ça dont parlera Like a Dragon Yakuza, qui sera disponible sur Amazon Prime dès le 24 octobre pour sa première salve d'épisodes, puis le 31 pour la seconde? Je suis pas sûr que j'en mettrais mon petit doigt à couper. Il était une fois des fonctions de l'autorité chargée de la gestion de l'adressage sur Internet qui étaient assurées par une seule personne, John Postel. À l'aide d'une carte et de fiches, il marquait les noms des gros ordinateurs et les numéros qui leur étaient associés. Presque 20 ans plus tard, Internet a considérablement grandi et les fonctions de l'IANA ne peuvent plus être gérées par une seule personne. Aujourd'hui, c'est le travail de l'ICANN, la Société pour l'attribution des noms de domaines et de numéros sur l'Internet. Et si toute une partie d'Internet disparaissait d'un coup? Ça, c'était un petit peu l'ambiance ces derniers jours dans les communautés tech suite à l'annonce de la disparition prochaine, dira-t-on, de l'extension web.io. Petit rappel technique, les gens, et merci au Discord de l'émission de m'avoir passé un peu de doc pour mieux comprendre de quoi il en retournait. Le .io, c'est ce que l'on appelle un domaine national de premier niveau, une extension de nom de domaine spécifiquement associée, assignée à un pays, à un territoire, à une région géographique. C'est le .fr pour la France, c'est le .jp pour le Japon, c'est le .cn pour la Chine, et c'est le .io pour le territoire britannique de l'océan Indien. Même si ce petit .io a toujours bénéficié encore d'une popularité tout à fait particulière en ce qu'il évoque chez les geekos que nous sommes, le sigle IO pour input, output, ces fameuses données reçues et traitées par un système, ce qui en a fait et ce qui en fait toujours par ailleurs un candidat de choix pour tout un tas de sites majeurs du monde de la tech, bénéficie d'une popularité toute particulière, mais peut-être dans un futur plus ou moins proche, bénéficiait d'une popularité tout à fait particulière, puisque tout ça devrait bouger dans les années à venir du fait d'un changement de main des îles Chagos. Mais Lex, les îles Chagos, de quoi tu parles? Professeur contexte, vous ici. Ouais, j'ai rangé le bazar qu'il y avait dans mon grenier. Je suis libre maintenant. Eh bien, parfait. Expliquez-nous ce qu'est ce changement des mains des îles Chagos. Mais bien sûr, ce serait pas mal qu'il investisse un peu du Patreon dans des stages découvertes, des cours Florent quand même. Professeur Pisse-Froid, vous ici. Bon, bref.
Contexte, les gens, direction l'océan Indien central, dans un archipel, les îles Chagos, situées à mi-chemin entre l'Afrique et l'Indonésie, au croisement des routes maritimes reliant l'Extrême-Orient à l'Europe. Sur place, l'atoll de Diego Garcia, la plus grande île de l'archipel, connue pour être aussi le centre d'une base militaire stratégique américano-britannique rendue opérationnelle en 1986. Le Royaume-Uni, mais surtout les États-Unis, souhaitant dès les années 60 maintenir une présence militaire dans l'océan Indien afin de contrer l'influence soviétique grandissante dans la région, a fortiori qu'au-delà de son emplacement stratégique à quelques milliers de kilomètres de l'Inde, de l'Afrique, de l'Indonésie et du Golfe Persique, le grand lagon de Diego Garcia permettait et permet encore d'accueillir des bâtiments de grande taille, y compris des porte-avions. C'est le but, ce pourquoi dès 1966, les Britanniques vont accorder aux Américains un bail initial de 50 ans, renouvelable pour 20 ans supplémentaires, qui aurait sur le papier permis d'en exporter l'expiration à 2036. Plusieurs dizaines d'années de contrôle américain, donc, qui vont bien sûr les gens, pas du tout passer par l'expulsion des Chagossiens de l'île par attrition naturelle. Comprenez qu'on leur coupait l'approvisionnement en nourriture, en médicaments, quand on gazait pas directement l'entièreté des chiens de l'île pour les faire bouger de force. Il me semble que c'est un nom, ça, en français. Je m'en souviens pas. Et de toute façon, il est clair que tout était bon pour conserver l'exploitation du territoire pendant longtemps, que ce soit pour la guerre du Golfe, pour la guerre d'Irak ou désormais pour la lutte contre le terrorisme islamiste. Les États-Unis ayant toujours travaillé au fil des années et au fil des décennies à renforcer leurs moyens d'action sur place. Sauf que ils sont puissants. Mais ils ne sont pas tout seuls. Sous pression internationale des Nations Unies, de la Cour internationale de justice, qui a recommandé en 2019, à l'époque où elle servait encore à quelque chose au Royaume-Uni, de mettre fin à son administration des îles Chagos, sous pression de l'île Maurice, qui a toujours contesté la souveraineté britannique sur ces îles, a fortiori que les derniers Chagossiens de Diego Garcia avaient fini de s'y installer, et sous pression de nations africaines forçant le Royaume-Uni a trouvé un débouché diplomatique au problème. Le Royaume-Uni a fini, après 50 longues années de négociations, de céder les îles à l'île Maurice. Vous emballez pas, évidemment. C'est en échange d'un nouveau bail de 99 ans pour la base militaire. D'ici là, l'expiration, avec la montée des eaux, il y aura juste plus d'îles. Tout de même, il s'agit bien de la mise à fin de décennies de différends diplomatiques, de la mise à fin du territoire britannique de l'océan Indien. Et qui dit plus de territoire britannique de l'océan Indien, dit plus d'extension de domaine qui est affilié. Résultat, l'Organisation internationale de normalisation, responsable de l'élaboration et de la publication de normes internationales dans tout un tas de domaines, supprimera le code de pays IO de sa spécification. Idem pour l'Internet Assigned Numbers Authority, l'IANA, qui refusera désormais d'autoriser tout enregistrement du moindre nom de domaine se finissant par IO. IANA qui s'est dit vas-y, coupe tout des années après les flous dramatiques entourant ces décisions toutes pétées vis-à-vis du nom de domaine .su de l'URSS d'un côté, aujourd'hui toujours là et toujours repère de suprémacistes, de cybercriminalité, c'est super. Et le nom de domaine .yu de la Yougoslavie traînant là tout seul et faisant de lui pendant des années un excellent support pour l'espionnage. Bref, plus jamais c'est dit cette fois l'IANA. IO, il n'y aura plus rien, tu vas voir. Et c'est ce qui a assez légitimement par ailleurs fait peur à tout un tas de gens, a fortiori dans le monde des startups et des technophiles, de nombreux sites employant l'extension .io pour tout un tas de raisons différentes dans ces domaines-là. D'où un début de panique sur les réseaux sociaux, notamment chez nos amis crypto-bros, très employeurs de ce nom de domaine. Sauf que tout ça, les gens, c'est tout de même un peu aller vite en besogne, il me semble. Déjà parce qu'il est tout à fait possible et même assez probable que l'IANA se découvre de nouvelles règles pour permettre la continuité d'un nom de domaine aujourd'hui essentiel pour le monde de la tech. On peut imaginer que le nom de domaine soit repris par une organisation, par un ensemble d'organisations. Ça me semble bien plus probable qu'une extinction totale. Mais ensuite, parce que quand bien même le nom de domaine disparaîtrait, de quelle échéance on parle? De 5 ans, de 10 ans, de 30 ans, peut-être plus. Tout ça est encore un petit peu trop tôt pour le dire. L'emballement est sans doute un petit peu précoce. Mais ce que rappelle cette actualité, les gens, il me semble, et ce n'est pas tant qu'on possède rien dans le monde numérique, comme j'ai pu beaucoup le lire dans les médias ces derniers jours, ce qui est vrai par ailleurs, que derrière ces noms de domaine, il y a des histoires, que certaines d'entre elles, précisément comme celle du .io, devraient, il me semble, gagner un peu plus de visibilité qu'elles n'en ont maintenant, histoire qu'il n'y ait pas que l'IANA à qui l'on demande de rendre des comptes dans les prochaines années. Et pour le reste, eh bien, écoutez, s'il y a plus de .io, on pleurera tous et tous ensemble. Que voulez-vous que je vous dise, les gens? Ce sera l'occasion pour nous d'appeler collectivement un médecin au 117 et de lui dire « Allô, 117 ? IO ne répond plus ?»
Je sais vraiment pas comment ça va finir. J'ai l'impression que l'un de nous deux va devoir mourir. Et vous dites que cette femme vous harcèle? Ouais, depuis un bout de temps. 6 mois, peut-être. Pourquoi vous n'êtes pas venu le signaler plus tôt? Elle a besoin d'un psy. Elle débarque à mon travail, elle se pointe chez moi, elle m'envoie des mails sans arrêt. Elle a proféré des menaces contre vous? Oui. Je ne dirais pas que celui-ci est particulièrement menaçant. Tu la supportes pour une bonne raison. Elle t'apporte quelque chose. Tu sais que t'as des mains vachement masculines. Et une mâchoire saillante. Tu veux pas qu'on s'échappe quelque part? Alors t'es humoriste? Si on veut. Ça marche pas bien. C'est une question ou... Quelqu'un t'a fait souffrir, c'est ça? C'était qui? Martha, tu peux me lâcher la main, s'il te plaît? Martha, lâche-moi! Non, je suis pas d'accord! Si vous avez une impression de déjà vu ou de déjà entendu, c'est normal, hein, puisque ce que je viens de vous montrer, c'est la bande-annonce de Mon Petit Renne, la mini-série britannique de Richard Gad. Retenez bien ce nom, Richard Gad, mini-série adaptée de son one-man show autobiographique. Et si vous avez une impression de déjà vu, c'est parce que la série est déjà sortie le 11 avril dernier sur Netflix et qu'elle a eu son petit succès commercial, mais surtout son gros succès critique, en remportant tout simplement 6 Emmy Awards, dont les prestigieux meilleures séries courtes, meilleurs scénarios, meilleur acteur et meilleure actrice. Série qui nous racontait l'histoire de Donnie Dunn, personnification de Richard Gad lui-même, qui va se jouer lui-même d'ailleurs, un jeune comédien qui travaille comme barman dans un pub londonien où il va rencontrer Martha, qui très vite et très fort va s'attacher à lui. Je vous passe les détails, mais ça parle d'abus, de harcèlement, de violence. Martha sera même arrêtée et passera 9 mois en prison, ce qui fait mal pour Richard Gad, hein, puisqu'il est bien précisé seconde une de la série qu'il s'agit bien d'une histoire vraie. Oui. Et qu'est-ce qui se passerait si c'était pas tout à fait le cas ? Puisque la semaine dernière, on a appris que le juge californien Gary Klausner avait jugé, ça tombe bien, c'est son métier, que Fiona Harvey, la Martha de la vraie vie, avait bien le droit de poursuivre Netflix pour un procès en diffamation. Pour faire simple, les gens, Fiona Harvey, elle avait démarré des procédures pour intenter une action contre Netflix pour 170 millions de dollars, accusant la société de streaming de tout un tas de choses, de diffamation bien sûr, mais aussi de négligence et d'infliction de détresse émotionnelle. Netflix avait bien entendu demandé à la justice de rejeter la plainte, et c'est en partie ce qu'a fait le juge Klausner en mettant de côté la négligence, les dommages et intérêts punitifs, etc. Mais c'est aussi ce qu'il n'a pas fait en retenant la possibilité de monter en diffamation et de continuer également sur la ligne de la détresse émotionnelle. Il est notamment retenu dans le dossier que la plateforme n'a fait aucun effort, ça peut créer un précédent, aucun effort pour vérifier les faits concernant l'histoire de Richard Gad ou pour rendre le personnage de Martha inidentifiable. Il n'avait pas fallu très longtemps à des internautes pour la retrouver en ligne, il faut dire. Et tout ça sent d'autant plus le roussi pour Netflix que la série prend de grosses libertés avec la réalité, puisque contrairement au personnage de Martha, Fiona Harvey n'a jamais foutu le moindre pied en prison. Elle n'a jamais été condamnée. Tout au plus avait-elle reçu un avertissement pour harcèlement. Elle commence à être un petit peu loin, l'histoire vraie, hein. Vous commencez à sentir le potentiel d'une diffamation, les gens, a fortiori que Richard Gad a bien précisé lors de ses auditions qu'il n'était pas très chaud pour l'encart. Ceci est une histoire vraie et que c'est bien une demande des exécutifs de Netflix qui aurait poussé à afficher celle-ci au tout début de la série. Bref, on en est un petit peu là pour le moment et vous imaginez bien que ce type d'affaire va prendre des années si elle ne disparaît pas quelque part dans les procédures d'arbitrage, ce qui, j'ai le sens du vent dans mes cheveux, va arriver. Je vous le dis. Mais ce que rappelle en creux cette affaire, c'est surtout que toutes ces histoires d'histoires vraies sont bien plus proches de manière générale du bullshit marketing que de la véritable profession de foi. Et si désormais les contrats sont bien calibrés pour s'assurer le moins de responsabilité juridique possible, il arrive, comme on peut le voir maintenant, que les studios soient rattrapés par ce jeu de sémantique un peu claqué. Ceci est une histoire vraie, basée sur une histoire vraie, inspirée d'une histoire vraie, pourquoi pas. Si, c'est une histoire vraie, je te jure, c'est mon cousin hier qui m'a dit autant de variantes possibles qui ouvrent des portes plus ou moins grandes à des implications légales, elles aussi plus ou moins importantes, touchant à la diffamation ou encore au droit à la vie privée. Souvenez-vous les gens de cette histoire autour du film Pain and Gain de Michael Bay, où Mark Schiller, la véritable victime de l'histoire, avait intenté une action en justice contre Michael Bay, contre Mark Wahlberg, contre Paramount Pictures et d'autres, affirmant que le film Pain and Gain précisément le représentait de manière diffamatoire, en ce que dans la vraie vie il avait été kidnappé, battu et presque tué par le gang Sun
Jim en 1994, le film opérant ainsi la double faute de le faire paraître lui comme ayant mérité ce qui lui arrive et de rendre le gang beaucoup plus sympathique qu'il ne l'était en réalité. Résultat, vous l'imaginez, règlement à l'amiable, des sous évidemment, on ne sait pas combien, ont été versés par Paramount Pictures, littéralement du coup pain and gain, j'imagine. Et j'attends encore personnellement qu'on me rembourse de ma séance d'Imitation Game de Morten Tildum, dont j'ai appris en rentrant chez moi que c'était historiquement et personnifiquement éclaté au 36e sous-sol. Bref, il me semble que ça fait pas de mal que ces plateformes et que ces studios soient un petit peu plus tenus de la responsabilité de leur marketing. Pas grand-chose d'autre à dire, les gens. On suivra ça dans l'émission S'il y a du neuf dans les mois à venir. Et en attendant, vous avez toujours les quelques épisodes de Mon Petit Renne disponibles qui vous attendent sur Netflix. Il est 17h42 au Japon, il est donc 10h42 en France. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi sur Twitch, puis quelques heures après sur toutes les bonnes plateformes de podcast et en VOD sur YouTube. C'est l'heure de la pause musicale. On se retrouve juste après pour parler de Will and Harper, le fameux documentaire de Josh Greenbaum qui est allé suivre un road trip de plus de 2 semaines du comédien Will Ferrell et de la scénariste Harper Steele, après que celle-ci a transitionné. Et rien qu'à l'écoute de ce dernier mot, vous pouvez imaginer la section commentaires des reviews du film, et c'est précisément de ça dont on parlera. On s'arrêtera également quelques minutes sur la sortie cette semaine du remake de Silent Hill 2 sur PlayStation 5 et sur PC, l'occasion de plonger avec lui dans tout un pan de l'histoire du jeu vidéo que cette sortie devrait, il me semble, avoir le bon ton d'un peu plus nous rappeler. Et on parlera bien sûr de Death Stranding 2, bien sûr, surprésent au grand salon du Tokyo Game Show 2024 et qui a profité d'une belle heure et demie pour faire la promotion de ces dernières technologies de motion capture dans tous les sens. Enfin, presque, puisqu'il semblerait qu'on ait oublié du monde au passage, vous verrez. Bref, les gens, on parle de tout ça dans quelques secondes, juste après le titre de la semaine sur Soft Power. Bonne écoute les gens et à tout de suite. Vous êtes toujours dans Soft Power, la matinale pop culture du vendredi 10h midi sur Twitch et quelques heures après en VOD sur YouTube ou en version audio sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez soutenir l'émission financièrement par ma page Patreon ou en vous abonnant à ma chaîne Twitch en direct ou par le biais de votre abonnement Amazon Prime. Vous pouvez également la soutenir en parlant, c'est encore le meilleur moyen à votre entourage, mais aussi sur les réseaux. Vous pouvez également laisser des commentaires, des pouces bleus, des évaluations
réalisation des étoiles sur toutes les VOD et sur tous les podcasts chaque semaine. Merci à celles et ceux qui en ont laissé de nouvelles la semaine dernière, notamment sur Spotify. Rappelle qu'il y a cet absurde objectif de 100 évaluations sur Spotify pour la préparation d'un soft power intégralement dédié à Keanu Reeves, qui n'a aucun sens. Tous les liens du Patreon, du YouTube, des plateformes de podcast, mais aussi du Discord de l'émission que je vous invite fortement à rejoindre sont en description. Vous venez d'entendre Hakusetas no Hikari, extrait de la bande originale de l'anime Chain Chronicle Hakusetas no Hikari, inspiré du jeu vidéo éponyme de Sega pour iOS et Android, un anime réalisé par Takeshi Mori, que vous connaissez peut-être pour son travail de réalisation, là aussi sur Skullman, sur Vanded et sur Gunsmith Cats les gens. Je suis vieux. Takeshi Mori, épaulé des studios Jumonji et probablement d'Alan Polish, j'imagine, à la réalisation. Et le tout mis en musique par Masato Koda. Masato Koda qui avait officié sur les bandes originales de Ladian, de Conception, de Night on Magic et qui propose de nouveau un plutôt chouette travail sur cette bande originale de Chain Chronicle. Et ça tombe bien puisque Hakusetas no Hikari, c'était le titre de la semaine, les gens sur Soft Power. I got a letter. The name on the envelope said Mary. My wife's name. It's ridiculous. Mary died of that damn disease 3 years ago. So then why am I looking for her? You loved her, didn't you? Me. You. We're all the same. I'm not like you. Are you afraid? Cette ville apparaît dans mes rêves agités, Silent Hill. Tu avais promis de m'y ramener un jour, tu ne l'as pas fait. J'y suis seul désormais dans notre lieu à nous. Je t'attends. Ça, et vous le savez pour les plus gamers d'entre vous, ce sont les quelques mots tragiques qui ouvraient le long périple de James Sunderland, venu dans la ville de Silent Hill après avoir reçu une lettre de sa femme les contenant, un périple qui composait la dizaine d'heures de jeu Silent Hill 2, chef-d'œuvre intemporel du jeu vidéo d'horreur des années 2000, sorti sur PlayStation 2 et développé à l'époque par Konami, qui savait encore faire autre chose que des pachinko. Silent Hill 2, jeu absolument culte, héritier de dizaines d'années d'histoire du cinéma d'horreur japonais et maître de l'horreur psychologique, capable à lui seul de placer la frontière entre terreur et horreur, et qui avait valu au jeu, au-delà de son succès critique et commercial, de devenir l'incontournable référence de toute une génération amatrice du genre, à tel point qu'il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que la franchise soit déclinée sur d'autres supports, et notamment au cinéma, à commencer par le très loin d'être dégueu Silent Hill du réalisateur français Christophe Gans, qui voyait précisément ce Silent Hill 2, le jeu, comme il l'a souligné à plusieurs reprises dans des interviews, comme l'empereur des jeux, carrément, et dans une tendance massive au tout remaster et au tout remake de l'industrie du jeu vidéo, dont on a déjà parlé dans l'émission, principalement pour des raisons structurelles liées à l'industrie du jeu vidéo dans son ensemble et à l'inflation des coûts de production des jeux au profit de franchises déjà bien établies. On pouvait s'étonner, et on s'étonnait d'ailleurs, que le nom de Silent Hill 2 n'arrive pas plus vite sur la table des refontes de A à Z, probablement freiné en interne par des changements de stratégie chez Konami dans les années 2010, délaissant un temps certain et un certain temps ces franchises de jeux vidéo traditionnels au profit de jeux mobiles et de machines de pachinko, et aussi certainement par les turbulences corrélées au départ du démiurge Hideo Kojima et à la mise à mort de son propre Silent Hills de 2015. Mais en juin 2021, en juin 2021, bon nombre de fans avaient quand même senti le vent tourner avec l'annonce de la signature d'un accord de coopération stratégique entre Konami et le studio de développement polonais Bloober Team, connu principalement pour avoir développé des jeux d'horreur comme Layers of Fear, Blair Witch ou The Medium. Un accord impliquant le développement conjoint de contenus sélectionnés et l'échange de savoir-faire, tiens. Et les fans avaient bien eu le nez creux, évidemment, puisqu'après de premières fuites d'images en septembre 2022, un remake de Silent Hill 2 par la Bloober Team a été pleinement officialisé un mois après, en octobre 2022.
remake qui aura, au-delà de toutes ces considérations ludiques et nostalgiques, le rôle d'être celui qui devra relancer la franchise Silent Hill, qui n'a connu aucune entrée majeure depuis le Silent Hill Book of Memories de 2012 et à quelques mois de la sortie d'un nouveau film, Return to Silent Hill de Christophe Gans. Toujours, c'est fou que ce projet existe, moi j'ai très hâte, et un remake de Silent Hill 2 sorti ce mardi donc sur PlayStation 5 et sur PC après avoir reçu un accueil favorable de bon nombre de médias internationaux. Alors, il y aurait plein de façons différentes de parler de ce remake de Silent Hill 2 sous l'angle de cette tendance au remake, bien sûr, sous l'angle de la rareté de ces productions centrées sur la terreur psychologique et sur la viscéralité par rapport à des productions plus directes, plus orientées vers l'action, vers les sensations fortes, vers les images sanglantes et faisant de la mécanique du jumpscare le centre de la gestion de montée de tension des joueurs et des joueuses. On pourrait aussi ne pas parler des ridicules polémiques débattues autour du jeu qui ont influé cette semaine sur la toile, notamment avec ce néon fixé à un mur à un moment du jeu, néon représentant une femme avec des formes dans un club de striptease, certains joueurs qui ont décidément beaucoup trop de temps libre ayant souligné que le jeu avait été wokisé comme l'entièreté de l'industrie. Par ailleurs, une femme avec des formes, vous imaginez pas quel scandale, néon qui était tel quel dans le jeu original. Encore fallait-il y avoir joué, hein. C'est dommage pour des gamers autoproclamés. Et puis, il y a eu aussi des polémiques autour du fait que le personnage d'Angela Orozco n'était pas aussi sexy que l'original, ce qui était tout à fait un critère important et définissant pour celle-ci dans le jeu, très clairement. Non, vraiment, n'hésitez pas à y jouer une fois quand même. Enfin, ça peut être sympa. Il est disponible partout, le jeu. Polémiques qui ont évidemment contribué à du review bombing des familles, à des modifications de la page Wikipédia du jeu, avant que celle-ci soit bloquée. Bref, une journée normale sur Internet ces dernières semaine, mais je vais pas m'attarder dessus, on le fera tout spécialement dans une prochaine chronique dédiée dans un soft power, puisqu'il faudra bien qu'on en parle en détail un de ces quatre. On pourrait bien sûr aussi parler de ce Silent Hill 2 comme témoin d'un changement de braquet chez Konami dans sa stratégie vis-à-vis de ses franchises historiques, l'entreprise souhaitant, comme beaucoup d'autres par ailleurs, se resserrer autour de ses propriétés intellectuelles. On l'a beaucoup décrit ici, ce Silent Hill 2 se plaçant alors aux côtés des retours déjà programmés et déjà effectués en partie et multimédia de Metal Gear Solid, de Castlevania et consorts. Mais vous le savez, dans cette émission, moi j'aime bien n'en faire qu'à ma tête, donc je vais vous parler de rien de tout ça. Non, moi ce qui m'intéresse dans la sortie de ce Silent Hill 2 Remake, c'est dans sa façon de célébrer le rapport du jeu vidéo au gothique. Est-ce que c'est lié au fait que je viens de terminer le livre d'Ewan Kirkland, les jeux vidéo et le gothique? Possible que ça joue un peu, oui. Je vous mentirais si je disais que c'était pas le cas, mais précisément, s'il y a matière à en écrire un livre, c'est que le jeu vidéo comme médium a été tout au long de son histoire un support tout à fait privilégié pour l'esthétique gothique. Ewan Kirkland parlant même de hantise gothique d'un médium parcouru de tropes du genre, avec ses manoirs mystérieux, ses objets animés malveillants, ses monstruosités bibliques et cosmiques, ses espaces labyrinthiques, ses artefacts étranges et ses héros ensorcelés. Autant d'éléments qui ont pu révèle encore de jeu en jeu une longue et grande histoire d'un jeu vidéo bien souvent enchevêtré avec celle de la culture gothique. Gothique qu'il faut aussi concevoir comme un spectre d'éléments, une ombre qui assombrit où le passé revient hanter le présent, un passé souvent caractérisé par l'horreur, la violence ou la mort bien sûr, et qui peut autant prendre pour lui l'iconographie médiévale, victorienne que simplement celle de ces dernières années, donnant au gothique une grande plasticité inhérente à sa culture, nombre d'auteurs parlant davantage de coloration, de tendance gothique plutôt que d'un mouvement clair et cohérent, et ce même si l'émergence du gothique a tout de même originellement attrait avec diverses branches de la culture populaire qui ont émergé au XVIIIe siècle et qui témoignaient à l'époque d'un rapport complexe justement avec l'effrayant, l'ambivalent, l'inquiétant et l'étrange, mais une ombre gothique qui désormais se caractérise par un ensemble de tropes, de traditions narratives, de dispositions esthétiques, thématiques, de situations types dont la simple évocation du mot gothique devrait, j'imagine, déjà en vous faire apparaître certaines récurrences à l'esprit, j'imagine. Et ce n'est pas si étonnant que l'histoire du jeu vidéo soit liée à celle de la culture gothique, d'abord par perception, cette culture gothique ayant historiquement été associée à un public de masse, à des plaisirs bon marché, d'un genre que bon nombre de commentateurs du 18 et du 19e siècle définissaient comme surécrit, grossier, manquant de bienséance, voire moralement offensant, souvent défini comme inutile, peu édifiant, quand il n'était pas tout simplement dangereux, ce qui devrait vous rappeler beaucoup de discours qui ont été tenus et qui sont malheureusement encore tenus autour de jeux vidéo. Ensuite, par infusion
de l'immense succès gothique au fil des décennies et des siècles. Par ailleurs, le gothique précisément étant régulièrement retenu comme l'un des styles et genres artistiques les plus influents de ces 4 derniers siècles. Et enfin, peut-être également par objet, il faut le dire, l'histoire de la fiction gothique étant aussi une longue histoire d'adaptation, de traduction, d'appropriation, de fusion, d'entremêlement des genres qui a amené assez naturellement à une interaction d'abord entre les œuvres, puis entre les médiums, faisant du courant gothique un genre en soi profondément et dès l'origine transmédia qui, comme le souligne Ewan Kirkland, encore lui je le cite, assimile, mute, s'approprie et brouille constamment les frontières entre les cultures et les formats. Et c'est cet apport d'influence qui a amené de nombreux spécialistes de la littérature et de la culture à identifier des qualités gothiques dans un nombre incalculable de jeux vidéo. Parmi les plus influents et les plus directs et visibles, on peut bien sûr citer les évidents Resident Evil, Diablo, Binding of Isaac, les jeux From Software ou encore Doom, aux côtés des Eternal Darkness, Dante Inferno ou autres Fatal Frame. Mais on peut aussi relever, comme de nombreux auteurs l'ont fait, la monstruosité cosmique des extraterrestres de Space Invader ou la teneur du destin de Pac-Man, piégé dans des labyrinthes infestés de fantômes pour témoigner de l'ancienneté de l'influence. Et plus globalement, on peut noter, comme je vous le disais, l'emploi plus que fréquent au sein des jeux d'une iconographie immédiatement reconnaissable, de donjons, de statues imposantes, de livres reliés de cuir, de chauves-souris, de fantômes et autres gobelins, bien sûr. Ceci étant, il me semble qu'on aurait tort de fermer toute cette influence gothique du jeu vidéo à une pure influence esthétique, celle-ci s'étant aussi infusée et continuant de s'infuser jusqu'aux mécaniques de jeu. La chercheuse Laurie McTaylor parlant alors à ce titre de ludico-gothique pour témoigner de l'influence de la culture gothique dans les composantes interactives, configuratives et dynamiques du jeu vidéo. Ce sont les fragments textuels dispersés à récupérer dans les différents environnements numériques que l'on parcourt dans certains jeux, tropes classiques de la fiction gothique. C'est le rapport à la mort dans le jeu vidéo, une mort souvent répétée, double obsession déterminante de la fiction gothique. C'est le rapport aux mystérieuses portes verrouillées qui rappellent chaque fois le mystère de la chambre fermée, caractérisation du genre, mais aussi plus généralement, c'est une façon d'émuler les espaces, de se les réapproprier, de les habiter, qui appellent au gothique. Ce sont les portails, les niveaux, les interactions, les interdictions qui étaient et qui sont encore souvent façonnés dans des formes qui partagent une conscience générique de la maison, du château ou de l'institution onirique archétypale. Et s'il y a bien un jeu, les gens, un jeu qui a été pétri de cette culture gothique, sans doute plus que d'autres, c'est bien précisément le Silent Hill 2 originel, empruntant énormément au suburban gothique de Bernice Murphy, cette branche de la fiction américaine où le soupçon tenace que quelque chose de sombre se cache sous la façade paisible de la banlieue est au cœur même du récit. Le tout dans cette fameuse ville, Silent Hill, expression de la vie intérieure des personnages qui la traversent. Là aussi, technique typique de la fiction gothique où souvent les espaces, les actions, la psychologie des protagonistes sont floues, s'entremêlent sans cesse. Et ça, sans parler de la palette de couleurs du jeu, sa bande sonore troublante, sa structure non linéaire, son rapport à l'horreur psychologique, à la monstruosité, à ses dialogues inexplicables, à des moments de surréalisme perturbant largement la cohérence causale et spatiale. Rappelez-vous, par ailleurs, que le making-of du jeu original mettait précisément en avant cette phrase de Francis Bacon: « Toute beauté remarquable a quelques bizarreries dans ses proportions ». C'est peut-être ça, après tout, le gothique originel. Et il me semble que la sortie de ce remake de Silent Hill 2 devrait un peu plus aussi se vivre comme une célébration précisément des entremêlements historiques, mais toujours actuels, de toute une culture dont le jeu vidéo est un médium de choix pour en exprimer les tropes et les préoccupations. Et ça, il me semble que c'est infiniment plus riche, infiniment plus passionnant, infiniment plus intéressant que n'importe quelle histoire toute pétée de néon dans des clubs de striptease. Mais là, en plus d'avoir joué, encore faudrait-il avoir lu. Bref, Silent Hill 2, le remake, les gens, c'est disponible depuis ce mardi 8 octobre sur PlayStation 5 et sur PC, sur PlayStation 5 pendant 1 an au moins en exclusivité. L'occasion une nouvelle fois est de se rendre une nouvelle fois dans notre lieu à tous, comme le disait Marie dans le jeu original, histoire de toujours plus s'enfoncer dans l'épais brouillard de la ville et surmonter les cauchemars innommables qui l'habitent. Aurore Berger, vous ici? Ouais, ça m'étonne pas. 日本全国そして世界中のゲームファンの皆さんこんにちは。この度東京ゲームショウ2024のオフィシャルサポーターに就任しました三浦大知です。オフィシャルサポーターとして今年の東京ゲームショウの魅力存分にお伝えしていきます。
Otsukaresama desu. Il y a 2 semaines se fermaient les portes de l'édition annuelle du Tokyo Game Show, le plus grand salon du jeu vidéo du Japon et régulièrement le plus grand salon du jeu vidéo japonais tout court, tant ceux-ci sont toujours le cœur de l'événement, même en 2024. Une édition qui, cette année, s'est tenue, comme à ses habitudes, au Makurare Messe de Chiba, à côté de Tokyo, du 26 au 29 septembre dernier et qui a attiré à elle rien de moins que le colossal nombre de 275 000 participants et participantes, un record. 275 000 personnes venues profiter des 985 exposants de cette édition 2024, eux-mêmes venus de 44 pays différents, c'est dire. Et il faut dire qu'avec les plus de 2000 jeux présentés, les gens 2000 jeux, il y avait largement de quoi faire et de quoi voir. On a eu le droit aux premières séquences de jeu du prochain spin-off de la franchise Like a Dragon, encore elle, spin-off qui a l'air très cool et qui se passera du côté de Hawaï pour une grande chasse au trésor pirate centrée autour du personnage de Goro Majima. On a eu le droit à du Métaphore Re-Fantasy, premier titre original du studio Zero, fondé par des anciens de la franchise Persona, jeu dont je me refuse de regarder quoi que ce soit, sinon je vais l'acheter, et connaissant l'habituelle durée de vie de ce genre de jeu, vous n'auriez pas de soft power avant 2026. On a eu du Infinity Nikki, un mélange de jeu de rôle et de jeu d'habillage de l'héroïne du jeu. Je vais me permettre de ne pas commenter ça. On a eu du Professeur Layton, du Fantasy Live, du Final Fantasy Remaster sur Xbox, du Metal Gear Solid Delta Snake Eater, bien sûr, le remake de Metal Gear Solid 3, du Final Fantasy XIV Dawn Trail, dont la 7.1 a été annoncée pour la mi-novembre, du Monster Hunter Wilds, qui a juste l'air fabuleux, du Dragon Quest 3 HD 2D, dont certains personnages féminins des artworks originaux se sont vus affublés pour la première fois de vêtements. Je sais, ça choque, des femmes habillées, les gens, en tout cas, beaucoup de gens ont été choqués, probablement les mêmes qui avaient un problème avec le néon de Silent Hill 2 et qui se sont empressés de crier à la wokisation du jeu vidéo japonais. Le wokisme au Japon, oui, grosse culture, changez rien. On a eu le droit également, en marge de l'événement, à l'annonce fabuleuse de la PlayStation 5 Pro, machine à 800 boulas sur laquelle il faudra zoomer pour voir les améliorations graphiques de jeux exclusivement achetés en format numérique, puisque autant le socle de la machine que son lecteur de disques sont vendus à part. Quelle arnaque! Toujours autant la douille et la malhonnêteté quand vient l'heure des pros, décidément. Et je vous passe les milliers d'autres présentations. Il était très dur pour cette édition 2024, voire impossible de ne pas trouver guetta à son pied, tant des propositions diverses et variées pleuvaient dans tous les sens, et c'est peu dire que mon cœur de gamer a été plus que conquis, a fortiori qu'au milieu de tout cet enchevêtrement d'annonces et de présentations, une part importante de la médiatisation de l'événement a été offerte à ce jeu. ここが DHV マゼランの環境、羽橋部隊の司令室ね。航行中の船内はいつもこういう状態なの。彼はタールマン、医者であり地球物理学者。さらに DHV マゼランの艦長兼操縦士。彼もドゥームスなの。 Ce jeu, si vous suivez l'émission, vous savez qu'on en a déjà parlé puisqu'il s'agit de Death Stranding 2 On the Beach, le prochain grand jeu des studios Kojima Productions qui s'est davantage dévoilé à travers de nouvelles images présentées par son unique créateur, bien sûr, Hideo Kojima lui-même, venu passer un bon temps sur scène sous les projecteurs, vêtu de sa magnifique veste J91 WSDB à $1 700, qui a fait le tour des réseaux à 2000 tweets secondes. Et il faut dire que ce long show d'une heure et demie avait été savamment préparé par toute l'équipe du jeu, parce que oui, je le rappelle, on a tendance à oublier, mais il y a des gens qui font les jeux, et il y a même des gens qui font les jeux de Hideo Kojima. C'est vrai, oui, on oublie. On a eu le droit à de nouvelles annonces de casting et de précision des personnages en place, puisqu'on sait désormais que le réalisateur George Miller et l'actrice Elle Fanning incarneront respectivement les personnages de Tarman et de Tomorrow, et que Shiori Kutsuna incarnera, elle, le personnage de Rainy. Voilà, on a des noms. On va pouvoir commencer à écrire des fanfics, j'imagine. On a eu le droit, bien sûr, à de premiers extraits de gameplay, à de nouvelles cinématiques et à une chanson exclusivement composée pour le jeu, Horizon Dreamer, écrite et interprétée par l'artiste japonais Daichi Miura. Horizon Dreamer, une chanson très pop, assez catchy, pas tout à fait dans le ton de ce qu'on pourrait imaginer pour un Death Stranding au premier abord, mais une chanson qui était surtout là pour son petit clip vidéo réalisé avec un des personnages du jeu, Dolman, dont je ne résiste pas à l'envie de vous diffuser un petit extrait.
Alors, bien sûr, on comprend bien le choix de la présentation d'une telle chanson à ce type d'événement au Japon, pour le rythme de l'événement lui-même d'abord, mais aussi pour le public japonais, Daiichi Miura n'ayant plus approuvé depuis plusieurs années maintenant sa renommée dans le pays. Mais ce qu'il faut bien voir en réalité dans la diffusion du court extrait que vous venez de voir ou d'entendre si vous écoutez l'émission en podcast, c'est qu'au-delà de son entraînante chanson, celui-ci avait aussi, et peut-être surtout pour vocation, de mettre en avant les toutes dernières avancées du moteur du jeu et par voie de conséquence du jeu lui-même en termes de motion capture, ce fameux procédé d'enregistrement du mouvement d'objets et de personnages. Et il serait pas trop farfelu de dire par ailleurs qu'une très grande partie de cet événement Death Stranding 2 était en réalité dédiée à ce point précis, comme en ont témoigné les nombreux making-of d'acteurs et d'actrices se déplaçant en combinaison à poids pendant la présentation, comme en a témoigné aussi ce segment un peu étrange, bien trop long, dédié au mode photo du jeu, un mode de jeu particulièrement poussé dans ce Death Stranding 2, puisque les personnages que vous pourrez prendre en photo pendant le jeu pourront entrer en interaction les uns avec les autres, ils pourront danser, se déplacer, se courber, prendre des poses particulières et plus encore, histoire de toujours montrer davantage la qualité de capture de mouvements réalisés, ou précisément encore comme en a témoigné ce petit clip vidéo d'Horizon Dreamer où l'animation du personnage de Dolman a été calée sur les mouvements de Daiichi Miura. Et tout ça n'a rien de bien surprenant si l'on connaît un petit peu le travail de Hideo Kojima, tant celui-ci s'est fait le chantre invétéré des technologies de motion capture depuis plus d'une décennie, louant autant la technique que la précision nouvelle du travail d'acteur et l'essence du travail collaboratif autour du procédé. Un travail collaboratif réalisé par des unités interdépendantes opérant ensemble dans un grand mouvement collectif. Une petite chansonnette qui revient régulièrement autour du procédé de la motion capture. Côté cinéma, c'était le réalisateur Matt Reeves pour La Planète des Singes. Il n'y a pas de César sans Andy Serkis. Il n'y a pas de César sans Weta, la société d'effets visuels. C'est les déclarations entourant la génération de Gollum pour Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Gollum est une synthèse, une performance collaborative réalisée à la fois par Andy Serkis, encore lui, et une équipe d'artistes d'animation hautement qualifiés. Bref, c'est cette collaboration qui peut mener demain à une précision de mouvement jamais vue dans Death Stranding 2. Oui, d'accord, sauf que là, il me semble qu'il y a peut-être un petit problème. Si l'idée de collaboration peut sous-entendre un partenariat égalitaire, il me semble qu'il faudrait davantage voir en réalité, comme le soulignait Marie Desjardins, professeure agrégée au Dartmouth College dans le New Hampshire, une érosion des catégories de travail distinctes dans l'industrie cinématographique contemporaine et désormais dans celle du jeu vidéo, puisque dans toutes ces communications lancées autour de la motion capture, dont ce Death Stranding 2 est l'archétype le plus classique, en tournant toute sa promotion autour de ses acteurs et de ses actrices phares, de Léa Seydoux à Elle Fanning en passant par Norman Reedus, que ce soit la nature, l'étendue ou l'importance des contributions des animateurs ou des artistes des effets visuels, tout est passé sous silence, comme le souligne cette fois Lisa Peirce, professeure à l'université de Reading au Royaume-Uni. Je la cite: le discours populaire et les efforts promotionnels autour de la motion capture se concentrent sur une forme visible de création de performance dans laquelle la contribution humaine est hautement lisible via des images paratextuelles d'acteurs et d'actrices qui expriment leurs émotions et leurs gestes de manière expressive dans des costumes spéciaux et des caméras. Et c'est tout. Où sont les animateurs? Où sont les animatrices? Rien sur eux, rien sur elles, et sur les mois passés à affiner, à pousser, à construire des plateformes de capture faciale de plus en plus détaillées et à observer précisément chaque séquence, chaque tremblement de lèvres avec précision, dans un contexte où ce discours centré autour du comédien ou de la comédienne est relayé par la majeure partie des acteurs de l'industrie, des dirigeants de studios à la presse spécialisée, en passant par les comédiens et les comédiennes eux-mêmes. On se souvient de Zoé Saldana pour la capture de ses mouvements pour le film Avatar de James Cameron, qui soulignait d'interview en interview que les animateurs et les animatrices ne faisaient que de peindre sur la performance d'un acteur ou d'une actrice à l'écran. Pouvoir le dire sans perdre une dent, celle-là, ce qui, en plus d'être ultra condescendant, est technologiquement absolument faux. Les points de données recueillis par les technologies de motion capture devant être plus que travaillés et retravaillés par les animateurs et les animatrices après leur réception. Film Avatar, par ailleurs, dont James Cameron lui-même fermait le travail des animateurs à utiliser la performance de l'acteur comme modèle absolu, sans y apporter la moindre variation. Rappelant au passage ce que disait l'acteur Andy Serkis lui-même, qui disait carrément que Weta avait formé ses animateurs à honorer
les performances des acteurs, les gens honoraient carrément. Et je vous passe les déclarations de la presse à l'époque de la sortie de Call of Duty Advanced Warfare côté jeux vidéo, qui mettait en scène un personnage motelé d'après l'acteur Kevin Spacey et qui ne parlait que de la qualité de jeu d'acteur du bonhomme, qui a travaillé absolument seul avec des costumes à boules dans une pièce grise avec des barreaux, j'imagine. Comme le souligne l'animateur Eric Fury dans un très chouette papier sur le sujet de Mihaela Mihalova de l'université de Yale, je le cite, « Le sentiment implicite semble être que même le plus mauvais acteur peut jouer mieux que le meilleur des animateurs ». Une affirmation d'autant plus absurde que régulièrement les équipes d'animateurs et d'animatrices se doivent, je cite Eric Fury encore une fois, de nettoyer en profondeur, de modifier radicalement, voire de jeter totalement un plan réalisé par un vrai acteur. Bref, une invisibilisation des animateurs et des animatrices, énième témoin des rapports de force qui, historiquement, leur ont toujours été largement défavorables pour tout un tas de raisons dont bon nombre sont inhérentes au dispositif de l'industrie. On en a beaucoup parlé dans l'émission, mais pas que. Alors que les acteurs et actrices d'Hollywood sont sous l'égide du puissant syndicat SAG-AFTRA qui a des années durant travaillé à leur représentation, l'absence de représentation syndicale des artistes des effets visuels a participé d'atomiser toujours davantage le métier. Comme le soulignait Scott Ross, ancien PDG de Digital Domain au début des années 2010, je le cite, « Nous sommes en partie responsables de cette situation. Nous n'avons pas d'association professionnelle, pas de syndicat, pas de voix commune, puisqu'il faut rappeler que, par exemple, dès 2010, la SAG-AFTRA, le syndicat des acteurs et des actrices Hollywood, avait formé un comité national de capture de mouvements dont les principaux objectifs déclarés étaient, je cite, de sensibiliser ses membres à la capture de mouvements et de faire pression pour que ce travail soit aussi couvert par la guilde. Dommage que ce travail couvre au passage le travail de tout un tas d'autres travailleurs et de travailleuses culturelles de l'industrie, et pas que des animateurs. Par ailleurs, les gens, souvenez-vous de cet incroyable exemple du film Black Swan de Darren Aronofsky, pour lequel Nathalie Portman avait été décrite par l'entièreté de la production et une grande partie de la presse comme une professionnelle dévouée et travailleuse qui avait maîtrisé le ballet en seulement 10 mois et qui avait exécuté les danses du film elle-même, ce qui est vrai. Sauf quand elle n'avait pas le niveau de le faire, dans quel cas les mouvements complexes étaient réalisés par la danseuse de ballet professionnelle Sarah Lane. Sarah Lane, complètement ignorée de tous les documents promotionnels autour du film, ce qui était d'autant plus la douille, les gens, et que c'est régulièrement elle que vous pouvez voir dans le film, mais que son visage a été remplacé numériquement par celui de Nathalie Portman. Invisibilisation totale. Et si je voulais vous parler de cet exemple de Black Swan, c'est parce que l'invisibilisation des animateurs et des animatrices dans les procédures de motion capture n'est qu'une des applications modernes des politiques d'éradication et de suppression du travail qui ont traversé et traversent bien encore les industries culturelles, et tout ça ne date pas d'hier. Souvenez-vous que déjà Disney, un leader dans le domaine, avait déjà mis sur le banc de touche Marjorie Belcher, le modèle original de Blanche-Neige, au prétexte que oui, elle a enregistré des mouvements, mais les animateurs de l'époque, ils avaient juste regardé vite fait pour s'en inspirer, ils s'en étaient pas vraiment servis. Au revoir Marjorie. Bref, comme vous l'aurez compris, des mécaniques complexes, notamment en ce qu'elles se déroulent à différents niveaux de production. C'est dans ce cadre que la motion capture, qui dépend et de la performance des acteurs et des actrices et du savoir-faire des animateurs et des animatrices, n'affiche aujourd'hui encore qu'en façade le rêve d'une symbiose collaborative pour mieux masquer en arrière-plan un classique terrain de négociation de pouvoir et de rapport de force, un terrain d'affrontement idéologique, esthétique, politique, dans un contexte d'autant plus particulier qu'à un niveau industriel, la motion capture représente autant une menace pour les règles classiques du cinéma, pour les acteurs et actrices qui précisément se sentent menacés chaque année de plus en plus par leur effacement, par les technologies de rajeunissement, d'intelligence artificielle, de deepfake et de motion capture, qu'elle représente aussi une opportunité pour ces industries de réaffirmer leurs pratiques de production et d'invisibilisation de toujours, en les drapant désormais du voile de l'évolution technologique. Et pour le coup, c'est très clairement une des tendances dont ce Death Stranding 2 est aussi l'un des noms, comme il l'a encore brillamment démontré lors de ce Tokyo Game Show 2024 avec son parterre d'acteurs et d'actrices venus louer la technologie de motion capture. Et quelque part, quand ton jeu parle de reconnecter le monde et de recréer du lien, il commence à devenir un petit peu difficile de comprendre en voyant ça de quoi tu parles vraiment. Bref, Death Stranding 2, On the Beat, les gens sur la grève en français dans le texte. Écoutez, c'est peut-être bien de ce titre dont devraient s'inspirer dès maintenant les animateurs et les animatrices de l'industrie. Hi there, I'm Will Ferrell, one of the greatest actors in the world. A long time ago, back when I was at Saturday Night Live, I met a guy who was hired as a writer the same week I was hired. He wrote a bunch of sketches for me and eventually became the head writer of SNL. And over the years, he became one of my closest friends. And then one day, I got this email. Hey Will, something I need you to know.
I'll be transitioning to live as a woman. I don't doubt that Will is my friend, but I'm not Andrew Steele anymore. It was just, whoa. I love this country so much, I just don't know if it loves me back right now. Harper, would you want to do a road trip as this new version of yourself and at the same time figure out what this all means to us? You recognize this guy? This is a Hollywood movie star. No. You don't recognize Okay. That's okay. Roll up the window. Un hommage véritablement émouvant à l'amitié, une initiative qui pourrait changer et même sauver des vies, poignant et très drôle. Voici les phrases qu'on peut lire sur l'affiche de Will and Harper, le nouveau film documentaire de Josh Greenbaum, l'auteur derrière le documentaire The Short Game qui avait remporté le prix du public du South by Southwest 2013 et qui, pour la petite histoire, avait servi de rampe de lancement à Netflix pour ses programmes Originals. Will and Harper, donc Will pour Will Ferrell, grand nom de la comédie américaine, et Harper pour Harper Steele, un scénariste incontournable de la culte émission Saturday Night Live, dont elle a été scénariste en chef de 2004 à 2008. Will and Harper, deux amis dans la vraie vie, c'est un quasi-documentaire, deux amis qui décident de réaliser un road trip de 17 jours pour célébrer leur amitié quelques années après l'officialisation par Harper Steele de sa transition de genre. Et s'il avait été un temps discuté de volontairement construire des moments comiques pour le film, il n'en est rien à l'arrivée, la production ayant finalement opté pour la spontanéité des situations. À quel point c'est vrai, ça c'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, c'est que ce road trip a bien un petit côté très buddy movie frais sur les routes américaines, simplement drôle, assez touchant, il faut le dire. Le film multipliant les moments d'exploration de l'un et de l'autre des protagonistes qui apprennent à se connaître davantage pendant leur road trip, avec en ligne de mire célébrer leur amitié, recréer du lien, mais aussi remettre en question de nombreux clichés, de nombreux préjugés liés aux personnes trans. Alors, je ne vais pas jouer les experts ici comme si j'étais maître du sujet, très clairement, non, mais selon certains et certaines journalistes spécialisés concernés, la légèreté du film lui permet de traiter le sujet, et sans être parfait, avec souvent plus de justesse et de bienveillance que des films comme The Teenage Girl ou Fantastic Woman, qui avaient eu tendance à représenter la transidentité comme quelque chose de littéralement spectaculaire, avec des révélations chocs autour de la transidentité de tel ou tel personnage, tout en renforçant certains tropes réguliers qui, parfois, et peut-être même souvent, ont pu et peuvent encore renforcer l'ignorance sur le sujet et participer d'une certaine transphobie. Quand Harper contacte Will pour lui annoncer sa transition, elle le fait par un courrier à la cool, sans aucune révélation dramatique ou autre crise de larmes, filmée en contre-plongée avec une Alexa 65 sur fond d'une bande originale intégralement composée par Labyrinthe. Non, c'est pas ça. Et ça compte les gens dans un contexte plus que périlleux pour les personnes transgenres, notamment aux États-Unis, où ces dernières années ont aussi été celles de l'adoption d'une vague de projets de loi anti-trans, 2024 étant la 5e année consécutive à battre le record de projets de loi déposés de l'année précédente. On en est à plus de 600 les gens, et ce dans tous les domaines, éducation, soins de santé, sportifs, hygiène et j'en passe. Je vous mets un lien en description si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet. Et c'est dans ce cadre qu'un film comme Will and Harper, qui est très souvent loin d'être le grand soir, confinant à l'abolition du genre, évidemment, permet de souffler un peu et de profiter de la simplicité des situations, ainsi que des paysages, il faut le dire, bien mis en avant par le travail de Zoe White à la photo et par une playlist bien cool comme ce documentaire d'ailleurs. Voilà. Je suis youtubeur ciné maintenant, merci à moi. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est qu'il y a bien sûr tout un tas de gens qui, sans doute sans l'avoir vu, se sont empressés de le trouver beaucoup moins cool que moi. Résultat, en quelques jours, les gens, c'est des centaines de commentaires injurieux, de notes minimales sur les agrégateurs, de menaces de mort du staff aussi, qui sont allés s'étaler un peu partout sur la toile. Bref, un petit peu trop à l'aise avec un bien trop classique review bombing des familles. Le review bombing, vous le savez, c'est ce phénomène où un groupe de personnes va se mettre à collectivement saboter un agrégateur d'avis en soumettant massivement et en un temps assez court des commentaires, dans 99,9% des cas négatifs, ce qui va faire en général chuter lourdement l'appréciation générale d'une œuvre culturelle ou d'un produit, ce qui entraîne tout un tas de conséquences qui ces dernières années ont été documentées, à savoir de réelles baisses notées de l'engagement à acheter le produit, à s'offrir l'album, à aller voir le film en salle, sans parler des conséquences a posteriori de studios qui deviennent de plus en plus frileux à s'engager dans tel ou tel type de projet, ou comme l'a révélé cet article lunaire du magazine Variety de la semaine dernière, à implémenter des comités de rageux qui pourront donner leur avis, notamment en début de production, sur des éléments de l'or dont on se fout totalement et qui seraient plus ou moins acceptables de changer.
Je vous mets là aussi l'article en commentaire. Spoiler, il contient pas tout à fait de bonnes nouvelles pour le futur de l'industrie et le futur des industries culturelles. Et pourtant, les gens, le review bombing tel qu'on le conçoit aujourd'hui commence déjà à dater un petit peu, puisqu'on le date régulièrement à ce fameux article d'Ars Technica de 2008 qui employait le terme pour parler d'un mouvement de protestation qui avait eu lieu à l'époque contre l'inclusion des DRM. Vous savez, ces restrictions qui permettent de contrôler l'utilisation qui est faite d'une œuvre numérique que pour le jeu, à l'époque, pour le jeu sport du studio Electronic Arts. Electronic Arts qui, en plus d'imposer une connexion interne pour installer le jeu, en limitait l'installation à 3. Voilà. Pourquoi 3 ? Soi-disant pour freiner le téléchargement illégal du jeu. Bien joué, bravo. Sport a été l'un des jeux les plus téléchargés cette année-là. Et ce, dès son premier jour de vente, les mecs avaient tout de suite fait sauter les DRM. Bel échec, bravo. Mais d'où ce review bombing originel, son origin story, de la part de milliers de joueurs et de joueuses qui, à juste titre, s'étaient estimés floués de cette nouvelle politique économique. Alors, est-ce qu'il s'agit là du premier review bombing de l'histoire ? C'est difficile à dire puisqu'on pourrait parler de la douche que s'était prise l'écrivaine Anne Rice pour son livre Blood Canticle de 2004. On pourrait même remonter aux critiques Zagat des années 70 qui évaluaient les restaurants sur un modèle de crowdsourcing et qui s'étaient agrégés ensuite. C'est pas vraiment le sujet. Si je vous parle de review bombing, les gens, c'est qu'il me semble qu'on a un peu collectivement oublié, et c'est normal. Et c'est normal, étant donné les récentes affaires qui tournent inlassablement autour des mêmes lignes, racistes, transphobes et sexistes pour des œuvres auxquelles souvent les critiques n'ont pas joué. Bonjour Skullgirls. Étant donné aussi la description qui en est faite par les différents groupes presse spécialisés un petit peu trop prompts à reprendre la communication des studios, mais aussi étant donné des études encore trop récentes qui cantonnent la question du review bombing à celle d'un problème social à résoudre, il me semble effectivement qu'on a un peu collectivement oublié que le review bombing était aussi à la fois un symptôme et un outil d'une volonté de transfert d'un pouvoir des producteurs vers les consommateurs. Le review bombing, c'est aussi un objet lui-même culturel qui interroge la nature sociopolitique des entreprises et qui actualise la question du consumérisme politique, un outil qui est une forme de réponse à des pratiques perçues comme intrusives, exploitant des entreprises, qui reflètent quelque part une lutte de pouvoir entre les entreprises et les consommateurs, où ces derniers se réaccaparent des outils de contrôle mis en place par ces mêmes entreprises. Et quand je dis outils de contrôle, il ne s'agit pas de balancer un grand mot là comme ça pour faire du tapping sur Twitter, mais bien de reprendre conscience que les fonctionnalités des médias sociaux dont font partie les agrégateurs et les secteurs commentaires s'intègrent dans de grandes stratégies commerciales qui visent à marchandiser l'expérience et la vie quotidienne, à restructurer le monde social pour mieux en faciliter la marchandisation. Puisque oui, dans son approche néolibérale d'une consommation individualiste et dépolitisée, ce nouveau commerce social invite à un cycle constant de spectacle de la part de consommateurs, spectacle dans son sens littéral, de ce qui se présente au regard, à l'attention, puisqu'on nous invite les gens à réfléchir de manière visible à nos achats, de partager nos listes de souhaits, d'en discuter sur les réseaux, de demander conseil, pourquoi pas, puisqu'on nous incite constamment à laisser des commentaires, à donner des avis dans une grande dramatisation de la culture à laquelle je participe instantanément en vous demandant de mettre un petit pouce bleu, une petite évaluation. Voilà, comme ça mange pas de pain. Ces spectacles étant une forme de technologie de pouvoir incitant à une certaine conduite des consommateurs. Écrivez, commentez, faites la promotion. Et c'est dans ce cadre, il me semble, que la question du review bombing me paraît être bien plus complexe que ce que j'ai pu en lire, à part cette thèse d'André Weisberger sur le pouvoir populaire et la politique du consumérisme engagé que je vous invite à lire et qui m'a donné du grain intellectuel à moudre sur cette question, puisque précisément le review bombing est particulièrement ambivalent dans son objet même. Autant il participe d'une forme de sabotage en produisant de manière volontairement inefficace des critiques dont tous les agrégateurs, dont toutes les plateformes attendent qu'elles le soient, autant il coopte aussi par objet, par essence, et en même temps les commentaires et la critique comme technologie de pouvoir. Et c'est d'autant plus vrai qu'avec le temps, le review bombing tel qu'il est utilisé aujourd'hui perd de son efficacité. D'abord littéralement, puisqu'au-delà de 8 jours en moyenne, on commence à voir des bascules se faire au niveau des avis et des commentaires, avec des commentaires plus positifs, voire parfois des vagues de contre-commentaires qui viennent rééquilibrer plus tard, mais aussi dans le temps long, le review bombing tel qu'il est employé aujourd'hui, participant de sa propre mort, en faisant baisser la cote de confiance dans les systèmes d'évaluation, mais aussi en permettant aux plateformes de se retourner. Ça, c'est la jurisprudence Borderlands. Les gens, en 2019, une publicité pour le jeu vidéo Borderlands 3 avait laissé entendre que celui-ci serait une exclusivité de la plateforme d'Epic Games sur PC, ce qui a bien sûr pas plu à beaucoup de joueurs pas contents, qui
qui sont allés bombarder les autres épisodes de la franchise sur la plateforme concurrente Steam, ce qui a tranquillement permis à cette dernière de travailler à la mise en place d'un nouveau système pour détecter l'activité de critiques anormales en temps réel, en séparant les critiques utiles qui décrivent des facteurs importants de l'expérience de jeu des critiques inutiles qui, elles, invariablement abordent des questions économiques, sociales ou politiques. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin pour vous expliquer en quoi c'est une très mauvaise nouvelle, puisque ça participe de totalement dépolitiser la question du jeu vidéo, de ses conditions de production, des mouvements qu'il traverse, bref, de son statut d'objet culturel dans son sens le plus complexe, emportant au passage le review bombing avec lui. Et pourtant, les gens, l'outil, le review bombing, aurait pu avoir et pourrait peut-être encore avoir une certaine efficace, il me semble, s'il était collectivement utilisé dans un cadre hors commerce social, loin de l'idée complètement intégrée par les actuels turiféraires du review bombing qu'on vote avec son portefeuille et que ces espaces commentaires sont des espaces démocratiques, ce qui est totalement la fable néolibérale. Il n'y avait pourtant pas de feuillage au-dessus du trou, mais vous tombez quand même dedans à chaque fois. Bref, avec le resserrement des plateformes et des agrégateurs, il y a fort à parier qu'il sera possible de moins en moins de tirer un réel profit du review bombing pour le réaliser pleinement en tant qu'outil de sabotage, non pas de telle ou telle entreprise à un moment donné qui a fait un jeu dont on n'aime pas l'écran titre, mais bien d'un outil de sabotage parmi d'autres de ce système de commerce social lui-même qui nous bouffe sur Internet. Mais ce ne sera pas pour cette fois non plus, les gens, tant le review bombing de ce Will Harper est un malheureux cliché de tout ce qu'on peut voir dans le rapport de certains fans aux industries culturelles ces derniers mois. Et pour les autres, écoutez les gens, Will Harper, le documentaire, c'est toujours disponible sur Netflix et au moins ça roule. Voilà, c'est la fin des news de cette semaine. C'est tout pour les gros éditos. Il y avait bien sûr tout un tas d'autres actualités qui auraient pu mériter qu'on les discute plus en détail. Elles aussi, notamment ces derniers jours, ont été aussi ceux des récentes modifications de la plateforme en ligne Reddit, les gens. Des modifications petites en apparence, mais qui ont opéré un changement drastique à l'une de ses composantes les plus essentielles. Désormais, les modérateurs des subreddits, de ces forums thématiques sur Reddit, devront obtenir, écoutez ça bien, l'approbation de l'administration de Reddit pour passer du mode public au mode privé. Ça peut sembler de rien, comme ça peut sembler de rien, et pourtant, ces modifications, elles ont de toute évidence été réalisées pour freiner les protestations à l'échelle du site. Ça, c'est directement la vice-présidente de la communauté, Laura Nestler, qui le souligne dans une note où elle précise qu'il était nécessaire de retirer cette modification discrétionnaire et rapide des paramètres de ces subreddits, celle-ci ayant été utilisée, je la cite, pour casser la plateforme et violer nos règles, ce qui n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Souvenez-vous, l'année dernière, les gens, en réaction à l'annonce de la plateforme, à l'aune de son entrée en bourse, de changer drastiquement le prix de ses API, rendant de fait inaccessibles des tonnes d'applications et de logiciels qui en avaient pourtant fait le succès et l'intérêt pratique, bon nombre d'internautes avaient fait passer des subreddits massifs en privé en contestation de ce changement de braquet fondamental de Reddit, entraînant au passage une panne majeure du site qui était totalement tombé et une importante baisse du trafic quotidien. Et plutôt que d'envisager de trouver une forme de compromis avec ses utilisateurs et ses utilisatrices, Reddit s'était empressé à l'époque de reprendre le contrôle total de certains des plus grands subs Reddit et qui avaient participé à ces manifestations numériques avant de modifier il y a quelques jours ces règles fondamentales pour éviter que ça se reproduise. Et si vous trouvez que c'est une jolie douille, c'est pas fini, puisque la plateforme a aussi annoncé qu'elle avait concédé sous licence son contenu à des modèles d'intelligence artificielle. Évidemment, au-delà de ce qu'on pense de ces IA, vous connaissez ma position sur le sujet si vous êtes déjà passé dans l'émission, toutes celles et ceux qui sont à l'origine de tout ce contenu toucheront très exactement que dalle par an. Ça va très bien, Reddit, en ce moment. Génial. Et puisque je vous parle d'IA, les gens, on devrait bien sûr parler des déclarations de Nintendo qui a annoncé que contrairement à ses concurrents Sony, Microsoft et quelque part aussi Apple, l'entreprise japonaise, le petit artisan japonais, n'avait pas l'intention de suivre la tendance générale à l'intelligence artificielle pour le monde du jeu vidéo. La maison de Nintendo disposant d'un savoir-faire, nous dit-on, de très grande qualité dans lequel elle souhaitait perdurer, ce qui est tout à son honneur, ou ce qui serait tout à son honneur si en parallèle de ça, on n'avait pas appris récemment que Nintendo employait des outils de la firme Tracer spécialisée dans l'outillage d'intelligence artificielle calqué sur la surveillance pour traquer et supprimer les contenus illicites mettant en scène des franchises de jeux vidéo. Ces franchises de jeux vidéo, où ça commence, où ça finit, on ne sait pas trop bien, mais si vous avez encore l'actualité d'il y a 2 semaines autour de l'affaire Nintendo et Pokémon Company versus Palworld en tête, il me semble qu'il y a de quoi être plus qu'inquiet. Nintendo se transformant pas très doucement mais sûrement en bon patent troll, comme on les appelle, en bon patent troll des familles pour contrôler jusqu'au bout des gants de ces franchises. Et puis d'ailleurs, pour vous contrôler, vous les gens, vous aussi, ou plutôt votre sommeil, comme en témoigne cet incroyable nouveau gadget technologique.
Voici le réveil musical de Nintendo, Alarmo. Un réveil interactif et pour le moins hors du commun. Découvrons à quoi ressemble un réveil avec Alarmo. Oh, vous entendez ça? C'est le réveil qui sonne. Mais Alarmo ne fait pas que jouer de la musique pour démarrer votre journée. Eh oui! Mais quelle angoisse les gens, quel enfer, dans quel mauvais royaume champignon vit-on pour engraisser toujours plus le capital, il faille se faire marteler la tête dans son pieu dès le matin par le sound design de Mario qui ramasse des pièces de manière aléatoire, avant carrément de se faire engueuler par Bowser, l'ennemi juré de Mario et des travailleurs de Nintendo of America aussi, si on ne daigne pas de se lever tout de suite. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et ce truc incroyable les gens, c'est Alarmo, le réveil interactif de Nintendo qui détecte le moindre de vos mouvements lorsque vous vous levez, comme dans la pire des dystopies, afin de vous donner l'impression, si je vous lis le communiqué, de vous éveiller dans l'univers d'un jeu. C'est horrible et ça a l'air de marcher d'ailleurs seulement si vous êtes célibataire. Mais si on veut être le plus soft power compatible possible, il me semble qu'on aurait tout intérêt à relier cet Alarmo à la tendance poursuivie depuis quelques années par Nintendo de pleinement embrasser la ludification du domaine de la santé. Je vous invite à réécouter à ce sujet l'épisode de Soft Power où je vous parlais précisément de cette tendance et des craintes qu'elle porte avec elle et qui sont, vu cet Alarmo, toujours aussi actuelles. On en avait parlé à l'occasion de la présentation de Pokémon Sleep qui s'intéressait lui aussi fortement à votre sommeil et qui suivait lui aussi la sortie de Pokémon Smile qui analysait en détail votre brossage de dents. Je vous mets les liens en description si vous voulez réécouter ça, mais clairement, Alarmo, c'est quadruplement non merci. Pour ma part, ce sera Pokémon négociation salariale ou rien du tout. On aurait pu aussi parler plus en détail peut-être d'un événement qui s'est tenu fin septembre, les gens, à l'occasion de l'élection présidentielle américaine. Cet événement, c'est le Geek and Nerds for Harris, un événement créé par l'activiste Sabrina Cartan et animé par l'ancienne actrice de Wonder Woman, Linda Carter, qui ont toutes deux lancé cet événement très geek pour lever des fonds et soutenir la campagne de Kamala Harris. Et ce Geek and Nerds for Harris a eu un petit succès en soi et il a pu ramener certains acteurs de séries populaires comme Star Trek, comme The Boys, comme Supernatural aussi, pourquoi pas. Un événement qui touche un sujet qui, vous savez, peut-être me passionne, celui de la politisation des fandoms et de la politisation par les fandoms. Et il n'est pas du tout étonnant qu'il soit tout à fait intéressant aussi dans un sens inverse pour des partis politiques d'appeler ces communautés à se mobiliser, même si tout ça s'est fait très grossièrement. Dans le cas de cette Geek and Nerds for Harris, il y a eu carrément des réunions Zoom a posteriori entre le casting de la série VIP et des fans du Wisconsin pour les mobiliser. Oui, bon, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, j'en parlerai plus profondément dans un autre support que Soft Power, j'en dis pas plus, vous verrez. Quoi d'autre? Oui, une news pour s'énerver un petit peu cette semaine aussi, les gens, si vous vouliez jouer au jeu dans la famille, je veux me débarrasser des corps intermédiaires, je demande la plateforme chinoise, vous serez bien tombé puisqu'il y a quelques jours, une lettre du collectif musical Merlin qui négocie des licences numériques pour plus de 30 000 labels indépendants à travers le monde révélait que TikTok avait quitté la table des négociations pour le renouvellement du contrat qui lie la plateforme au collectif encore jusqu'au 31 octobre pour y préférer des négociations en direct. En direct avec certains labels faisant partie du collectif. Et ça, dans un contexte où l'on sait déjà que TikTok paie moins que les autres fournisseurs de services numériques. C'est une assez mauvaise nouvelle pour les travailleurs et les travailleuses de la musique qui vont y perdre un peu plus de leur capacité collective de pression pour obtenir des tarifs équitables et acceptables pour les musiques qui alimentent la plateforme et les plateformes en général, pour un modèle où chaque label sera désormais responsable des négociations avec la plateforme. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit, puisqu'il y a 2 heures juste avant l'émission, là, j'ai vu que TikTok avait repris contact avec Merlin pour une contre-proposition dont le cœur de la proposition était une réduction drastique des paiements dans les contrats indépendants. Bref, un modèle où TikTok aura toujours plus de contrôle sur sa musicalité dans un contexte compliqué où on a déjà parlé, il y a des frictions entre TikTok et les majors du disque que sont Warner et Universal qui avaient notamment valu à cette dernière de tout simplement retirer ses artistes de la plateforme chinoise. On continuera de suivre ça dans Soft Power. Je vous parle aussi très rapidement, les gens,
gens, ça fait mal à la tête. Du fameux rapport du cabinet de recherche Hindenburg Research qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers jours en ce qu'il affirme que Roblox, l'entreprise derrière le jeu multiservice dont on a déjà parlé dans Soft Power à plusieurs reprises, que Roblox mentait sur les statistiques des joueurs et des joueuses pour son jeu éponyme, en relevant notamment des irrégularités dans bon nombre de rapports financiers et comptables, mais aussi que la plateforme était toujours aussi, si ce n'est plus aujourd'hui, le foyer de prédateurs cherchant à exploiter les très nombreux mineurs présents et présentes sur la plateforme. Le rapport est fou, je vous le mets en description si vous voulez y jeter un œil, mais je vous préviens, ça parle exactement de ce dont vous pensez que ça parle, et ce, dès le début. En tout cas, moi, j'en ai lu qu'une bonne partie, et j'ai pas le courage pour le moment d'aller plus loin et de vous en faire un débrief. Mais s'il vous plaît, si à peine un quart de ce rapport est factuel, il serait peut-être temps, messieurs et mesdames, les médias spécialisés, de prendre clairement vos responsabilités. Mais écoutez, pour pas finir ce petit débrief d'actu sur une news aussi rude, je vous propose qu'on finisse cette revue d'actu par une publicité, une absurde campagne publicitaire de Dove au Japon. Une nouvelle campagne de la marque Dove, sobrement baptisée No More Kawaii Standard, pour lutter contre la mise en avant toxique des normes de beauté sur les réseaux sociaux. Et pour mener à bien cette campagne louable, au-delà du spot publicitaire que vous venez de voir, Dove s'est mis à développer tout un tas de pancartes et d'affiches publiées sur les réseaux, mais aussi placardées en ville, des pancartes dont le principe est aussi simple que complètement teubé, puisqu'en dessous d'une norme de beauté affichée en gras et en taille 207 000, un petit message suit et dit en gros: il n'y a pas de normes, il n'y a pas de bonne réponse à la question de savoir ce qui est mignon, sauf qu'en affichant très clairement des normes de beauté en taille 40 000, très précises sur la moitié haute des affiches. Bon nombre de Japonais, mais surtout de Japonaises, ont découvert avec déplaisir que les actuelles normes de beauté étaient d'un espace de 4 cm entre les yeux, de cuisses qui ne se touchent pas, de questions d'ombre entre la commissure de la bouche et des dents lorsque l'on sourit, de visage inférieur à 17 cm, bref, tout un tas de règles à la con, évidemment très rarement conscientisées comme telles, mais qui ont été rendus largement apparents sur des pancartes collées en pleine station de métro. La campagne de Dove ayant en quelques heures fait un énorme tollé sur les réseaux, évidemment, pour précisément toutes ces raisons. Voilà, je vous en parle juste rapidement pour pas finir sur Roblox et son rapport qui m'a cassé le moral. Et puisque le temps file déjà et vite, je vous propose de passer directement aux recommandations de cette semaine. Nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je filme une vidéo qui m'a été inspirée par une tendance, une trend, comme on dit sur TikTok, à propos de Tanaland. Je ne sais pas si ça vous parle. Sinon, je vais tout vous apprendre là-dessus parce que ça relève de beaucoup de sujets qui sont sous-jacents et ça m'intéresse comme vous connaissez. Pour commencer cette vidéo, je voulais faire un... Les gens, vous le savez si vous écoutez régulièrement l'émission, on décrit souvent dans Soft Power des situations très concrètes où le mode de production capitaliste fait sien des mouvements, des groupes, des œuvres qui le subvertissent et assimile ainsi sa propre contestation. Et c'est en partie ce dont parle cette très chouette vidéo sortie cette semaine sur la chaîne de Seedus qui s'intéresse à une tendance populaire notamment sur TikTok ces dernières semaines et à sa récupération à vitesse grand V, Tanaland. Tanaland, c'est ce monde fictif dont les hommes sont exclus et qui est devenu en quelques heures un symbole féministe virale sur la plateforme. Le terme Tana étant précisément un retour de stigmate d'une insulte largement employée contre les femmes sur TikTok pour contourner notamment les limitations de langage. Oui, sauf qu'il n'a pas fallu attendre très longtemps avant que le Tanaland soit récupéré dans tous les sens par des influenceuses à plusieurs dizaines de milliers d'abonnés qui ont vu là une manne financière immanquable, par des influenceurs pressés à se faire bien voir ou de se construire carrément en opposition aux idéaux tanalandais. Il y en a pour tous les goûts, mais de moins en moins pour celles qui étaient à l'origine des fondements du pays. Bref, comment les dynamiques de pouvoir se reproduisent dans le Tanaland, c'est précisément le sujet de la dernière vidéo de Seedus. C'est intéressant et le lien est en description. Proximité avec les gens du studio, mais en gros, dans la hiérarchie, dans le studio, il se situe où le narrative designer? Alors ça va dépendre des studios, mais il est assez haut dans la hiérarchie, c'est-à-dire c'est quand même un travail, bon déjà c'est un travail de designer, ce qui est déjà assez prestigieux entre guillemets, c'est-à-dire bon, on a un vrai impact très très fort. J'aurais bien aimé que la conseillère d'orientation du collège Sartre le connaisse ce métier pour pouvoir me le conseiller plutôt que de m'inviter à faire un énième bullshit job en communication pour des assurances privées. Je demande le narrative designer. Le narrative designer, c'est ce nouveau métier du jeu vidéo dont l'objectif est de concevoir les éléments narratifs d'un jeu en fonction de la façon dont les joueurs et les joueuses interagissent avec son histoire. Et si tout ça ne vous semble pas bien clair,
clair, ça tombe bien puisque la semaine dernière, le camarade Emmanuel Denise, que vous connaissez peut-être pour avoir été notamment un ancien de chez Canard PC, s'est adonné à une longue interview pour l'ECAS, organisation qui propose des formations professionnelles spécialisées dédiées au métier du cinéma d'animation, du jeu vidéo et des VFX. Et pour cause, l'ami Emmanuel Denise s'est amplement reconverti dans le métier de narrative designer. L'occasion de revenir sur son parcours, mais aussi sur son métier pendant près d'1 heure et demie, parlant tour à tour de la place du narrative designer dans l'organigramme, de sa relation avec le directeur créatif, de son lien avec le scénario, la narration et l'écriture, mais aussi des différents types de narration dans le jeu vidéo, voire même du spectre de la narration, un temps tout s'en mêle. Beaucoup de choses intéressantes sont dites pendant cette discussion qui aurait sans doute mérité une petite heure de plus, peut-être dans un futur Soft Power Rencontre. Pourquoi pas, Emmanuel, si tu m'écoutes, je sais que tu me suis sur Twitter. Allez, ce serait chouette. Bref, masterclass de narrative design, une chouette discussion autour du métier de narrative designer que je vous invite à découvrir si vous ne l'avez pas encore fait cette semaine dans Soft Power. Alors, je vais vous le dire tout de suite, on va pas jouer au jeu des boîtes pour savoir si Astérix est plus ou moins de droite ou de gauche. Par contre, on peut se mettre d'accord sur le fait qu'Avra Raccourci, c'est un social traître. Un des albums les plus drôles de la série, Astérix Légionnaire, est une comédie troupière mettant en scène Astérix et Obélix, ainsi que d'autres personnages venus de diverses contrées de l'Empire, intégrer la Légion étrangère et foutre le dawa en refusant la rigueur et la discipline de leurs supérieurs. La vision que font les aventures d'Astérix des différents peuples est accentuée surtout pour être en opposition à la vision impérialiste des Romains, qui eux... Quel est donc ce banger tout droit sorti de la chaîne de notre bon vieux Skull Kid, accessoirement indéfectible soutien de l'émission depuis le premier numéro, comme tout le monde sur ce chat par ailleurs. Et cette semaine, le camarade revient avec une très chouette vidéo sur Astérix et son rapport, disons, contrasté au devenir de grandes franchises multimillionnaires. Replaçant les Astérix dans leur contexte de production, Skull Kid dépeint au fil des années une zombification de l'œuvre dont a disparu une grande partie du sel d'origine pour un plat pas toujours agrémenté de quelque chose de nouveau en remplacement, participant de fait à rendre de plus en plus fade autant la garniture que la garnison. Chouette vidéo, drôle, bien rythmée. Que demande la Gaule? Peut-être de meilleurs albums d'Astérix, justement. Comment l'Empire a vaincu Astérix? C'est la nouvelle vidéo de Skull Kid et c'est là aussi, bien sûr, un lien en description. Ce qui nous amène en 2018, année de la création du groupe d'Akane, Zutomayo. En vérité, Zutomayo, c'est plutôt l'abréviation de leur nom complet, Zutomayonaka Deinoni, qui signifie plus ou moins « j'aimerais qu'il soit minuit tout le temps ». C'est une référence au fait qu'Akane écrit ses morceaux et joue de la musique tard dans la nuit. Elle aime le calme et le vide de ses heures tardives, car c'est à ce moment précis qu'elle est seule face à ses pensées et qu'elle peut exprimer ce qu'elle a sur le cœur à travers la musique. Les gens, vous connaissez sans doute mon amour immodéré de la musique japonaise, qui est par ailleurs l'une des raisons majeures pour lesquelles je suis venu au Japon. Alors imaginez qu'elle ne fut pas ma surprise de découvrir une toute nouvelle chaîne YouTube gravitant autour d'elle, suivie de mon intense sentiment de trahison en constatant que personne ne m'avait prévenu. C'est scandaleux, mais écoutez les gens, je suis d'humeur de grand pardon aujourd'hui puisque cette vidéo de la chaîne Kyusen sur le groupe Zutomayo m'a repu. Zutomayo, c'est ce groupe japonais aux millions de vues que vous connaissez peut-être pour avoir composé récemment un ending pour l'anime Chainsaw Man et l'actuel ending de Dan Dada. Mais Zutomayo, c'est surtout un groupe très secret qui n'existe que par la vague identité de sa chanteuse principale et qui s'est fait connaître pour ses clips de grande qualité alors que celui-ci n'était encore qu'une formation amateur. Encore qu'une formation, on ne sait pas, puisqu'on ne connaît pas les membres non plus, aujourd'hui encore. Bref, chouette tour d'horizon du groupe par la chaîne Kyusen, et en plus, il y a régulièrement des extraits audio des musiques du groupe dans la vidéo, ce qui vous permettra de le découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Profitez-en avant que tout ça se fasse strike par le bot YouTube, ce qui arrivera très certainement. Ce groupe a percé avec une seule musique sur la chaîne Kyusen. C'était la dernière recommandation de cette semaine sur Soft Power. Tous les liens à retrouver en description. Voilà, c'est la fin de ce Soft Power. Je vous rappelle que désormais, vous pouvez retrouver dans la description de la VOD et du podcast un lien vers un document élaboré par le camarade Skull Kid, justement, qui a listé toutes les recommandations réalisées dans l'émission jusqu'à maintenant, et ça commence à chiffrer. Alors n'hésitez pas à y jeter un œil si vous souhaitez découvrir tout un tas de chaînes et de sujets différents. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment très très bien. Si vous êtes arrivé en cours d'émission aujourd'hui, que vous souhaitez en rattraper le début, que vous souhaitez en réécouter les anciens numéros, direction les plateformes de podcast pour la version audio et direction la chaîne YouTube pour les VOD. Tous les liens sont bien sûr là aussi en description. Je vous remercie d'avoir été présent et présente aujourd'hui pour ce 65e numéro de Soft Power, votre matinale pop culture et politique préférée de Love Island à l'exception de toutes les autres. On se retrouve dans 2 semaines les gens, et en attendant, la classique, prenez soin de vous, regroupez-vous, puis moi je vous dis ciao.